Il y a le Reiki, il y a le Oui. Bouddha. Vous faites aussi, vous avez du magnétisme, je ne sais pas, quand vous n'avez peut-être pas l'expression J'ai qui me passé convient. mon premier degré de Reiki, donc mais là aussi on a tous plus ou moins de magnétisme. Oui, Je voilà, veux dire, oui, hein. oui. Voilà, donc après j'ai passé mon premier degré de Reiki, c'est une technique pour apporter de l'aide encore aux autres Bien sûr. par le magnétisme d'une certaine manière, mais je veux dire on a tous du magnétisme. Oui, donc on revenait à tout ça, cette comparaison entre le milieu... Vous fréquentez le milieu des voyants aussi, ou des astrologues? Non. Vous n'allez pas au salon de la voyance qui s'organisait à Limoges? Mais je crois que vous avez, tout à l'heure, j'avais vu que vous aviez eu un prix. Oui, voilà, parce que Hein? au tout début, quand j'avais 35 ans, on m'avait 93. sollicité pour assister à des salons de voyance. Donc j'y suis allée, mais ce milieu ne me convient pas. Ne me convient pas, c'est plutôt un milieu qui est uniquement dans un but lucratif. On ne considère pas la personne et non, moi ça ne me convient pas, je préfère travailler, voilà, c'est ça, et je préfère travailler toute seule dans le respect de l'autre. Oui. Enfin, c'est ma façon de voir, hein, donc, moi, Je comprends très bien. Oui, donc effectivement, une question qui se pose, il y a vous savez, il y a des sortes de paradoxes. Parfois, on se dit que parfois les gens qui viennent à l'astrologie sont parfois des gens qui justement manquent d'intuition au départ. Et justement, ils n'arrivent pas très bien à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et c'est pour cela qu'ils vont faire l'astrologie, pour se dire, comme ça, je vais pouvoir y comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc c'est un paradoxe. C'est-à-dire que parfois, c'est justement les gens, c'est comme quand les gens vont chez l'oculiste, c'est parce qu'ils ont un problème de vision. Hein, c'est pas parce qu'ils voient bien. Donc parfois, les gens, vous savez, que les gens qui viennent à l'astrologue, c'est précisément les gens qui ont des difficultés à capter les autres et qui disent, grâce à l'astrologie, je vais pouvoir capter peut-être même mieux que les gens normaux, je vais peut-être capter encore mieux. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a du mal à marcher, et une fois qu'il a acheté une voiture, il va plus vite que ceux qui marchent. Je l'assume dans mon cas, oui, c'est un peu ça. L'astrologie vous a permis de compenser un manque que vous éprouviez, ou même une imprévision. Oui, j'étais un petit garçon très très timide, encore plus timide que les plus timides des petits garçons, certainement. Mais enfin, et effectivement, l'astrologie était un outil pour découvrir l'autre. Et peut-être manquais-je d'intuition, ça je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en auriez moins besoin. Pardon ? Vous auriez peut-être moins besoin de l'astrologie qu'à l'époque. Oui, certainement. Parce que vous avez récupéré quelque chose en vous. Bien que quand vous parlez, vous avez un peu cette tic de dire oui, je suis comme ça parce que j'ai ça dans mon thème. Voyez-vous, toujours cette façon de référer au thème astral. Oui, j'aime bien me sécuriser par rapport plutôt que de dire simplement, comme si vous n'aviez pas le droit de dire quelque chose de vous-même. Il faudrait que vous le disiez et que ce soit, il y a la caution des astres pour le confirmer. Donc, on a l'impression d'un milieu où, pas d'insécurité, mais un milieu où il suffisait pas, on ne peut pas simplement dire voilà, je pense ça. Il faut apporter des preuves. Il faut apporter des preuves entre guillemets de ce qu'on dit. Oui. Ou des pseudo-preuves, enfin en tout cas. C'est peut-être ma déformation scientifique, j'ai besoin d'avoir une confirmation, un indice qui va dans le même sens. Oui, mais alors là, tout à l'heure vous employez le mot véracité, monsieur Lenoir, mais dans le domaine de la consultation astrologique, est-ce qu'on peut arriver à accéder à la véracité on essaye. Parce que ce n'est pas du tout les conditions de l'expérience scientifique, si vous voulez, quelque part. Pas du tout, non. Et puis vous dépendez beaucoup du client, de son ressenti, de ce qu'il veut bien. Il y a une sorte de contradiction entre votre vocation scientifique et les conditions dans lesquelles vous mettez à l'épreuve l'astrologie, qui sont des conditions où la personne est en attente, en demande, et où elle n'est pas forcément porteuse de sa vérité. Je ne comprends pas très bien votre... Il y a contradiction, en effet, que l'astrologue assume. Oui. La vérité de... Parce que par exemple, si vous étiez... Est-ce que vous avez... Par exemple, tout à l'heure, vous me parliez de l'horoscope de Louis XIV. Bon. Oui. Bon, vous avez apporté, vous pourriez nous les montrer éventuellement. Là au moins, vous ne dépendez pas que de ce que dit Louis XIV, parce que vous ne l'avez pas en face de vous. Donc là, vous avez des possibilités de recoupement avec ce qu'on sait de lui. C'est ça, oui. Alors que dans le cas du client anonyme qui débarque, vous ne saurez jamais que ce qu'il a bien voulu vous dire. C'est vrai. Par contre, lui est vivant, contrairement à Louis XIV, et il pourra éventuellement me renseigner davantage. Oui, mais sous réserve qu'il se connaisse, sous réserve qu'il sache quelque chose sur lui. Voilà. Donc c'est quand même des conditions très peu favorables
à la mise en évidence de la véracité de l'astrologie. C'est ça, c'est difficile de faire la preuve. On voit, donc c'est intéressant parce que on voit bien qu'il y a il y a une dimension scientifique qui apparaît quelque part, il y a une dimension, et après on voit qu'elle ne fonctionne pas forcément facilement. D'un côté, vous nous parlez de l'individu dans sa spécificité extraordinairement particulière que permet mathématiquement le thème natal, mais en même temps, dans la pratique, finalement, il n'y a pas un nombre infini de cas de figure. L'astrologue ne peut pas entrer dans la complexité du thème natal au point où vous l'entendez. Il est obligé de l'effleurer, cette complexité. Absolument. Vous allez choisir des éléments du thème. Absolument. Donc vous allez retomber dans des cas de figure, au fond, assez peu nombreux. Je suis tellement d'accord avec vous que je considère que vous répondez là à votre propre question. Vous avez répondu. Tenez, allez chercher beaucoup de clients que vous connaissez, qui débarquent, vous ne connaissez rien d'eux. Bon, vous leur dites des choses. Mais là, par contre, là, on a le thème de Napoléon. Et alors, est-ce que le thème de Napoléon vous permet de mieux comprendre le personnage de Napoléon que le commun des mortels? Enfin, est-ce qu'il y a un mystère de Napoléon que vous pouvez éclaircir, monsieur Lenoir? Non, je ne crois pas. Ça vous apporte quelque chose? Prétention, si vous voulez, de connaître mieux Napoléon que les historiens ne le connaissent. Non, mais sur le plan astrologique, je trouve ça assez éclairant parce que ce qui ressort dans ce thème, par exemple, c'est le triangle équilatéral entre les 3 planètes les plus lentes, que sont Uranus, Neptune et Pluton. Ça, ce n'est pas spécifique à Napoléon, bien entendu, mais à toute cette génération. Il y a eu une génération, certainement, d'hommes extraordinaires qui étaient reliés, plus ou moins, s'il y avait des liens avec les planètes personnelles, à l'inconscient collectif. Et donc à l'ensemble d'un courant humain, d'une tendance de la civilisation humaine à ce moment-là. Donc le triangle Uranus-Pluton, Uranus-Neptune-Pluton, est un triangle de base, si vous voulez, dans cette configuration chez Napoléon. Ensuite viennent se greffer des planètes plus personnelles, comme Jupiter, comme Vénus, Mars également, qui vient renforcer ce triangle, et nous assistons là à une sorte d'étoile à 5 branches dissymétriques. Je ne sais pas si vous la voyez. Ici, vous avez 5 planètes ou groupes de planètes qui forment une figure comme ça, une sorte de pentagramme. Et ça, c'est assez... Enfin, c'est rare, c'est une figure rare en astrologie. Hein, Donc, ça peut dire que c'est un thème... Ça veut dire, en vous écoutant, tout le monde... Ça voulait dire qu'il y avait un potentiel important dans ce thème? Oui, certainement. Outre le potentiel énergétique lié à ce fameux soleil en Lion, l'ascendant Scorpion, vraisemblablement, Jupiter près de l'ascendant, bon, il y a des indices de... Et est-ce que la vie de Napoléon, vous l'expliquez aussi par l'astrologie? Les grands moments, son ascension, sa chute? On essaye, oui. Je peux même vous parler par exemple, du thème de la bataille d'Austerlitz elle-même. Alors, c'est sans rapport direct avec le thème de Napoléon, mais à Austerlitz, le 2 décembre 1805, le soleil se lève, je crois, vers 8h du matin. D'ailleurs, on dit le soleil d'Austerlitz. Oui, le fameux soleil d'Austerlitz, qui va rester pendant à peu près 1 heure dans le brouillard, et qui va permettre aux troupes de monter à l'assaut en silence, couvert d'ailleurs, le bruit étant couvert par le brouillard. À ce moment précis, je crois que c'est 8h du matin, le 2 décembre 1805, il y a, c'est très intéressant, puisqu'il y a le Verseau qui se trouve au nord, il y a, attendez, je crois que c'est le Bélier qui se trouve au nord, or c'est la direction de la Prusse à ce moment-là, il y a le Verseau qui se trouve à l'est-nord-est, et c'est la direction de la Russie qui participe au conflit. La Prusse n'y participe pas, elle est en retard de quelques centaines de kilomètres. Il y a la direction du Lion qui est celle de la France, disons au est-sud-est d'Austerlitz, et il y a la direction de la Balance, qui est en gros le sud, celle de l'Autriche. Les signes correspondent au pays traditionnellement. La Balance, l'Autriche, le Bélier, la Prusse, le Verseau, la Russie, le Lion, la France. J'ai trouvé que cette coïncidence était amusante. Naturellement, dans les heures qui ont suivi, cette configuration a tourné. Et le Bélier, par exemple, n'était plus du tout dans la direction de la Prusse, ni le Verseau dans la direction de la Russie, etc. Mais j'ai trouvé que la coïncidence était frappante.
pourquoi à 8h du matin, ce jour-là, D'accord. les signes zodiacaux étaient tournés dans... En tout cas, là, on a l'exemple de... On a au moins un exemple. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a le client basique Tartampion, Oui. dont on ne sait pas grand-chose, alors que là, on a un personnage sur lequel on a écrit des milliers d'ouvrages. On a un événement historique qui est bien connu, alors que pour les événements de la vie d'une personne, on n'en sait pas grand-chose non plus. C'est presque étonnant, parce qu'en fin de compte, c'est une situation presque limite, celle de l'astrologue. Oui. Il va accéder à des... Passer de Napoléon à Monsieur Dupont qui vient vous voir pour son travail, c'est vraiment le grand écart. Oui, c'est vrai. De même que parler d'Austerlitz, de la bataille d'Austerlitz, et puis parler du mariage de Madame Duval, bon, enfin, je veux dire, c'est pas du tout du même ordre. Il y a une... C'est vrai, mais Monsieur Dupont est certainement Napoléon dans son propre domaine ou dans son propre mais métier. mais de toute façon, vous n'avez pas de moyen de recoupement par vous-même. Là, Oui. c'est vrai qu'on voit qu'il est ascendant Scorpion, donc Oui. ça dénote un certain pouvoir. Avec Jupiter, oui. une élévation, mais Oui. il y a quand même un carré avec Mercure. Donc là, la communication. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas étudié M. Napoléon dans sa vie privée, hein, mais apparemment, il y a un problème de communication. Donc peut-être qu'il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il voulait dire, puisqu'il y a quand même une conjonction négative avec Saturne qui est en exil. Oui. Et on pourrait même aller plus loin en regardant dans sa vie, sa vie privée, sa vie de couple, malgré tout. Il y a quand même Uranus qui représente son ascendant qui se trouve en Capricorne. Donc, a priori, encore une fois, sans connaître vraiment la vie privée de Napoléon, parce que je n'ai pas recherché, mais il avait quand même une certaine façon de voir les femmes déjà. Et on a Uranus en chute dans la maison 7 qui est le couple. Je ne pense pas qu'il ait connu vraiment le bonheur dans sa vie de couple. Voilà ce qu'on peut dire. Mais il y a plein de choses à dire. Un thème, c'est vraiment plus fort que ça. Mais je dirais, si on veut parler uniquement de Napoléon, là, on peut déjà déterminer tout ça. Et c'est peu de choses, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Le thème, c'est vraiment... Ce que je veux dire, un thème astral, oui. Quand on parle d'un signe, on parlait tout à l'heure du soleil en lion, il y en a plein qui ont le soleil en lion. Il faut regarder l'ensemble, il faut faire un thème holistique, c'est-à-dire dans sa globalité, puisqu'on est tous les signes. On n'est pas simplement, moi j'ai le soleil en taureau, je suis du signe du taureau. Je veux dire, mais en moi, il y a aussi un petit peu tous les signes dans différents domaines. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier juste un signe, juste une façon. Il faut voir vraiment le thème dans son ensemble. Il y a de bons médiums chez les taureaux. Hein. Oui. Merci. Donc voilà, pour en revenir à Napoléon, et c'est vraiment un petit passage. Mais c'est vrai que quand vous êtes en face de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas faire le même travail. Vous ne connaissez pas la personne. Mais je ne connais pas Napoléon. Si, vous le connaissez un peu mieux quand même. C'est quand je même... n'ai pas vraiment étudié. Non, mais enfin, mais, vous avez déjà étudié des personnages connus, je suppose, dans votre travail. Oui, mais bon, Napoléon, pas plus que ça. C'est pour ça que là, je vois son thème. Je n'avais jamais fait le thème de Napoléon. Eh ben voilà. Et ça me parle voilà, on vous présente ça. Napoléon, voilà. astrologiquement parlant. Ça me parle un petit peu, tout ça, oui. Oui. C'est vrai que général, Lion, ascendant Scorpion, Écorce, on ne peut pas imaginer qu'il aurait été très égalitaire avec les femmes. Et surtout étant né en 1769. Mais voilà, vous dites Lion, ascendant Scorpion, Écorce. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le thème. Écorce. C'est pas dans le thème, ça. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le thème astral, et après, il y a l'hérédité, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres thèmes qui rentrent en considération pour étudier une personne. Le thème, c'est un point, le thème astral, c'est un point, mais il y a d'autres domaines. On pourrait parler de l'influence des îles dans le destin de Napoléon, ça a déjà été évoqué depuis longtemps par un astrologue célèbre. De Beauharnay. J'ai oublié qui, mais oui. Mais effectivement, la Lune en Capricorne et Saturne en Cancer, il y a une inversion des domiciles. En plus, elles sont en opposition réelle, ces deux planètes. Et on a parlé de l'influence des îles dans la vie de Napoléon. Donc né en Corse. L'île d'Elbe, l'île de Sainte-Hélène. L'île d'Elbe et à Sainte-Hélène, absolument. Là, on peut l'expliquer Il a épousé une fille des îles qui était Joséphine. Son ennemi constant a été l'Angleterre, etc. Enfin, c'est très intéressant.
il a fait un traité avec le tsar à Tilsit, l'entrevue de Tilsit, Oui, c'était au milieu du Yémen, sur une île artificielle en bois. Enfin, c'est intéressant le rapprochement entre cette opposition Lune-Saturne dans, voilà, mais dans quand leur on signe parle opposé. de l'île, c'est un petit peu le retrait de la vie, c'est un petit peu vivre en autarcie. Oui. Et ça peut être expliqué par l'ascendant Scorpion. Oui, la aussi, planète, oui. hein, quand vous parliez de domicile, Aussi. en fait, c'est que chaque planète a son domicile dans un signe. Oui. Et ascendant Scorpion, donc c'est Pluton. Et Pluton le représente lui, parce que l'ascendant représente la personnalité, Oui. hein, le caractère, la personne elle-même. Donc la planète qui gère son ascendant, c'est Pluton, et elle se retrouve en Capricorne. Et le Capricorne, c'est vraiment la solitude, on se retrait, on vit en retrait. Ce qui explique donc le côté, le fait qu'il soit parti dans les îles. Et la Lune représente la femme, qui est elle-même dans le Capricorne. La Quand Lune vous parliez est de mal en cette point, là. personne, oui, mais la Car personne lui-même, il a qu'il vécu, il a été rencontrée dans exilé. les Il a été îles, exilé. voilà. Ma femme, d'ailleurs, qui a Voilà. une mauvaise santé, elle a la Lune dans le Capricorne aussi. C'est un Bon, des après, éléments. ça dépend des aspects, parce que là, il y a des aspects négatifs, parce que la Lune en Capricorne ne veut pas dire que la personne qui a cette configuration-là va être malade ou exilée. Pas C'est forcément, parce oui. qu'il y a des configurations autres, il y a Oui, une bien sûr. opposition importante. C'est pour ça qu'il faut Voilà. tenir compte de plusieurs données. C'est Voilà. plus Et puis il y a aussi voilà. la tendance à chercher dans le thème ce qu'on sait de la personne. C'est vrai. Ça, c'est aussi un problème. On retient ce qui va. Mais parce que là, on connaît le personnage, enfin moi, moins que Monsieur Lenoir, mais alors on va rechercher, parce qu'il est plus de ce monde évidemment, donc on recherche dans le thème, mais une personne qui arrive et qu'on ne connaît pas, cette Mais personne... vous la connaissez, vous avez quand même une petite idée de cette personne déjà en la rencontrant. La personne qui s'assoit ici, Oui. que je n'ai Oui, jamais déjà. vue, Oui. non. Je fais le thème et déjà, dans mes consultations, moi je leur dis, je suis consciente que vous avez besoin de me parler, mais ça on verra après, hein, c'est moi qui parle. au Ah début. d'accord, très bien. Hein, Ouais. c'est moi qui parle, on regarde le thème. Bon, si je me trompe, ça, ils peuvent me le dire, mais en général, ils se taisent jusqu'au bout. Et après, on dialogue. Et effectivement, là, on retrouve la personne que j'ai vraiment trouvée dans le thème. Moi, je préfère qu'ils se taisent parce que ça. Une personne qui arrive, qui va commencer à vous parler et à vous raconter sa vie, je veux dire, il n'y a plus d'intérêt. Moi, on est influencé, on n'est que des êtres humains. Oui. On est influencé. Et moi, je ne veux pas ça. Après, il pourrait vous reprocher d'avoir Mais même pas ça, déjà c'est moi. répété simplement ce Personnellement, qu'il avait dit. c'est je ne ça serais pas en accord avec Oui. moi. Et Voilà. vous faites pareil, Déjà, vous je laissez suis pas pas, d'accord. vous parlez d'abord, vous faites Eh comment ça se bien, passe? moi, je parle, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, donc j'ai souvent des pages et des pages de brouillons d'études, parce que je prends des heures et des heures pour étudier chaque thème. Donc vous n'apprenez rien de la Parfois, des personne que mots. vous avez en face de vous en fait. Donc, par contre, je lui laisse la parole, enfin, si elle veut intervenir, rectifier quelque chose, même me donner un renseignement, pourquoi pas. J'enregistre d'ailleurs en général sur une cassette audio ce qu'elle me dit, comme ce que je dis, Ah oui, forcément. voilà, pour qu'il y ait un dialogue. Mais bien sûr, c'est moi qui vais parler le plus. Hein. Oui, voilà, elle ben oui, est là ils pour sont ça, là, hein. ils sont là C'est pour ça. aussi ce qui distingue le psychologue. Ils sont Oui. là pour parler aussi, parce Tout à qu'ils fait. aiment bien Ah oui, quand aussi même. communiquer quand même. Mais moi, je veux que ça se passe après ça. Moi, Oui. je découvre la personne pour moi. Est-ce que vous dites de la personne, vous le dites par l'astrologie ou déjà par d'autres moyens? D'autres facteurs, parce que je commence par ça. Donc vous commencez, là, la personne s'assied, tenez, asseyez-vous. Oui. On va dire que vous êtes le client de Sylvia. Donc on va imaginer, donc elle s'assied. Voilà Et- la personne. Voilà, Alors comment ça se s'assoit. passe? Vous sortez les Alors cartes, déjà, bon, je lui demande sa date de naissance, son heure de naissance, parce que je fais... le numérologique aussi. Le thème. D'abord le thème, Ah oui, ouais. donc j'ai un ordinateur, hein, je ne fais pas les calculs parce que Non, alors non. là on y passerait la journée pour monter un thème. Donc je l'ai fait directement sur l'ordinateur, donc déjà je connais son signe ascendant et son signe solaire. Ensuite eh bien, je fais les cartes et je lui dis ce que je vois dans les cartes. La personne Oui. ne me dit rien, elle m'a juste dit sa date de naissance et son heure de naissance. Et ensuite le thème, la numérologie c'est par rapport à sa date de naissance. Oui. Moi, j'étudie l'année en cours, d'après sa date de naissance, alors le jour, le mois et l'année dans laquelle on se trouve jusqu'à sa date anniversaire prochaine. Et là, on a un chiffre qui détermine sa tendance au niveau de l'année. Voilà, la numérologie, moi, s'arrête là. Je ne suis pas numérologue. Hein. Et puis après, on part sur l'astrologie, et là j'explique comme ce que je viens de faire un petit peu avec le thème de Monsieur Lenoir sur Oui, vous avez Napoléon. sorti le thème par ordinateur. Voilà, par l'ordinateur. Et puis ensuite, eh bien après,
après tous ces éléments-là, après la consultation, je dirais, eh bien là, il y a un dialogue qui s'instaure entre la personne et moi, elle s'exprime, et puis bon, là c'est plutôt un côté, sans être psychologue, c'est quand même un côté plus psychologique après, puisqu'on dialogue ensemble, j'essaie de la rassurer sur beaucoup de points, voilà. Sauf s'il est trop sûre d'elle. Mais quand même, on arrive à dialoguer, parce que ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a une multitude de personnes qui arrivent avec leur propre... Alors, à votre avis, caractère. Sylvia, est-ce que cette personne... Bon, qu'est-ce que vous attendez... Normalement, elle doit se retrouver dans ce que vous lui dites, c'est Oui. ça? Oui, Elle se retrouve, elle retrouve ça fait écho en elle. Ça fait Il y a une résonance en C'est elle ça. de ce que vous lui dites. Mhm. Est-ce que vous pensez, par exemple, je sais pas, vous dites, est-ce que par exemple vous lui dites telle année a été importante dans votre vie, une chose comme ça ou... Alors, je me base surtout sur ce qui se passe maintenant. Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Oui. Bon, s'il me le demande, on regarde si la personne... Vous décrivez l'état de la personne en Là. ce moment. En ce moment. Tous les outils que vous utilisez, c'est pour écrire la personne Voilà. en ce moment. Bon, mais c'est vrai que dans les cartes, comme je leur dis, le premier tirage de cartes, on va dire, on peut ressortir des événements du passé. Parce que, évidemment, si elle a un petit souci aujourd'hui, ça a été pris dans son passé. Donc, on peut parler du passé. Hein. Donc là aussi, la personne, elle se tait. C'est difficile pour certaines de se taire, Oui. mais la personne se tait et après on en parle parce que c'est vraiment des choses, quand on parle aussi du passé, c'est des choses qui remuent la personne et pour moi il est hors de question de la laisser repartir dans un état de déprime évidemment. Mais c'est vrai que ça arrive, il y a des personnes qui se livrent complètement et on remue des choses évidemment, mais on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Comme je disais tout à l'heure, on ne ferme pas la consultation. Moi, je ne la ferme pas. Il y a des ouvertures. Et le Reiki intervient éventuellement ou pas du tout dans la consultation? Alors, les gens me disent qu'ils ressentent que j'ai beaucoup de magnétisme. Alors, c'est possible, mais je n'utilise pas dans ce sens-là. Dans votre regard déjà, à mon avis. Il y a beaucoup de... Non, mais c'est vrai Oui. je crois que beaucoup d'astrologues, ils ont d'abord un potentiel, une qualité humaine qui leur permettrait de faire n'importe quoi, en fait. Oh, n'importe quoi. Quand Enfin, même, qui comme je pourrait disais, mettre au il faut- service de beaucoup de choses, enfin, Oui, d'autres, voilà, mais bon, je dis après, mais ça c'est mon côté cartésien. Tout à l'heure, vous disiez comme ça, on se met astrologue parce que justement on n'a pas d'intuition et comme dirait mon père, tu fais tout à l'envers. En fait, moi c'est justement que toute cette intuition que j'ai eu des perceptions, c'est ce que je décris dans mon livre qui sont assez quand même étranges, toutes ces perceptions que j'essayais de gérer moi-même parce que bon, j'ai 50 ans. Et je veux dire, à l'époque, on avait du mal à en parler, on faisait un sujet tabou, donc je gardais ça pour moi. Et il a fallu que il fallait que je comprenne ce qui m'arrive, mais comme j'ai un côté cartésien, mais c'est ça, l'astrologie, parce qu'il y a des chiffres, parce qu'il y a un calcul, parce que c'est posé. Et ça m'a rassurée sur justement tout mon ressenti, toute cette intuition, parce que je me disais, je remettais en question, est-ce que c'est pas le fruit de mon imagination, des fois? Et puis le taureau, je ne sais pas si vous êtes typiquement taureau, mais si. sur les taureaux, il a souvent besoin d'une base concrète pour Oui, moi je suis très ne pas partir rationnelle. dans les éthers très- tout de voilà. suite. Donc l'astrologie, ça m'a aidé à poser un petit peu toute cette intuition qui m'arrivait comme ça. Oui. Intuition, alors intuition, tout le monde en a. Alors on peut parler, je pense, de perception extrasensorielle qui va au-delà de l'intuition. Et c'était pour poser ça, parce que c'est vrai que quand on ne peut pas l'échanger, on ne peut pas le communiquer avec quelqu'un, on est un petit peu seul dans tout ça, on a besoin quand même de, comme le bon taureau, vous dites, allez, 4 pieds entrés dans la terre, donc on n'aime pas être déstabilisé par des informations qu'on peut avoir, il faut vraiment qu'on sache si c'est vraiment des informations extrasensorielles ou si c'est le fruit de l'imagination, parce que ça peut arriver aussi. On dit bien que la clairaudience s'arrête là où la schizophrénie commence. Ah, comment vous comprenez ça? Eh bien parce que la clairaudience, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience. La clairaudience, ce sont les gens qui entendent des voix. Comme Jeanne d'Arc un peu. Voilà. Et après, c'est vrai que les schizophrènes aussi. Hein. Donc, où est la clairaudience et la schizophrénie? Donc, ça existe. On entend des voix. Enfin, moi, personnellement, non, je ne suis pas clairaudiente.
Mais la clairaudience s'arrête là où la schizophrénie commence. Alors, il faut faire très attention. Et tout ça, effectivement, moi, ça m'a fait un petit peu peur, je dois avouer, au début de ma vie. C'est pour ça que je me suis orientée vers l'astrologie. Parce que je trouve que c'est Oui, je comprends carré. très bien, oui, bien sûr. Et Voilà. puis, il ne faut pas oublier aussi, le client aussi, lui, ça le rassure. Oui, je pense. Oui. Ça le rassure d'avoir Peut-être. quelqu'un qui est porteur d'un certain savoir, qui ne parle pas en son nom propre. Et ça, c'est la grande question. L'astrologue est censé ne pas parler en son nom propre, alors que le voyant, il est plus subjectif, théoriquement. Même si parfois il peut être inspiré par d'autres forces. Oui. Oui. C'est toute la question de savoir. On a l'impression que ce sont des personnages qui sont inspirés par des forces supérieures, Oui. dans tous les sens du terme, et donc qui se distinguent du vulgum pecus, de la moyenne des gens, et qui a donc, ils ont une pertinence, ils ont une légitimité à nous parler de nous, Une que ouverture n'ont aux pas, autres. les gens de notre entourage. Oui, ils sont branchés déjà sur l'inconscient collectif, puisque la voyance, c'est être branché sur l'inconscient, et même au-delà de l'inconscient personnel, donc sur l'inconscient collectif, parce que les messages viennent de là. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'est l'inconscient collectif, naturellement, c'est un peu comme Dieu, si vous voulez, on ne sait pas, personne ne sait, mais Mais c'est si peut-être la même chose, La d'ailleurs. cacha aussi. Moi, je dirais que Oui. la voyance, la médiumnité, c'est une sorte de télépathie entre la personne qui vient consulter et la personne qui est médium, puisque si on se penche un petit peu sur sa vie, si on essaye d'être à son écoute, on sait à peu près ce qui va se passer, ce qui va nous arriver, on le ressent. Mais je crois qu'on est devenu trop matérialiste pour savoir s'écouter. Oui, Donc, en quelque part, ce que fait le médium, c'est essayer de percevoir ce qui se passe dans l'inconscient de la personne qui est en face Oui. de lui, oui, c'est vrai. tout simplement. C'est une communication à un niveau plus élevé, on va dire. Voilà, donc peut-être télépathique, effectivement. Mais alors, qu'est-ce que ça apporte à la personne qu'on lui dise des choses qu'elle sait déjà sur elle-même? Ça la rassure. Mais comment ça ça la la rassure rassure. pourquoi ça la rassure? Mais parce qu'en fait, on vit dans un univers actuellement où tout le monde manque de confiance en lui. Donc, moi, j'ai des personnes qui viennent en consultation et quand je leur dis des choses, ils me disent, ben voilà, ça je le savais, mais j'avais besoin de l'entendre. Parce qu'on Oui, oui. manque de confiance en soi actuellement. Tout à Manque fait d'accord. d'assurance et de confiance en soi. Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que ça apporte au client d'entendre des choses que lui-même sait déjà sur Ça lui-même? le conforte. Oui, dans je sa suis idée. Ça le d'accord. conforte de avec, quelle façon? Ça avec le Sylvia, conforte que dans le sens où ce qui lui est arrivé était déjà en quelque sorte, ça lui était déjà octroyé, ça lui était déjà prévu pour lui, et ça le déresponsabilise, ça le déculpabilise. Oui, je pense que ça le Peut-être conforte, pas. ça le rassure de savoir Ça le rassure. qu'une autre personne est de son avis. Ça rompt son isolement, en effet, oui. Ah. Je pense que c'est très rassurant, oui. D'avoir une autre personne qui dit la même chose, oui. Je pense qu'on a tous besoin de ça, dans les moments difficiles en particulier. Mais est-ce qu'on peut pas aussi, moi j'ai une autre position, enfin c'est là une autre position, est-ce qu'on peut pas aussi dire par exemple que la personne, si vous voulez, puisqu'on est avec Sylvia, si vous allez par exemple chez votre coiffeur, autrefois on allait chez sa modiste, Oui. hein, et donc par conséquent il vous propose une coiffure en disant tiens on va vous changer un peu, on va vous couper un peu ceci, cela, on va vous changer votre couleur. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ce que vous êtes ou est-ce que c'est une invitation à changer, à se regarder autrement? On pourrait exactement dire l'inverse. On dit parfois que peut-être l'astrologue nous propose un autre visage que celui que nous avons. Alors il y a deux théories. Soit ça vient confirmer ce que nous savons, soit au contraire, ça nous fait plaisir d'entendre autre chose sur nous que ce que nous savons. Oui, donc on peut jouer sur deux tableaux. C'est pour ça que je dis l'astrologue il risque pas beaucoup de se tromper parce que soit il dit des choses que la personne sait et donc ok, ou alors il dit des choses que la personne ne sait pas ou n'avait pas pensé d'elle-même et ça l'intéresse aussi d'entendre un discours un petit peu décalé. L'essentiel, c'est qu'elle soit exacte. Il y a les deux en fait. On lui dit Oui. des choses qu'il sait déjà et ça la Oui. conforte un petit peu dans son idée. Et après, comme toujours cet esprit d'ouverture, la vie ne s'arrête pas là. Parce que certaines personnes, j'ai constaté quand ils ont un malheur, ils s'arrêtent à ce malheur et ils tournent en rond sur ce malheur. Mais la vie ne s'arrête pas là. Je veux dire, il faut s'en servir
servir d'expérience après pour avancer. Et c'est ça qu'ils veulent entendre. C'est un guide, en fait, en quelque part. Mais par contre, on ne peut pas changer complètement une personne. Il faut la respecter dans sa personnalité. Oui, mais elle est peut-être disposée aussi à se Oui, voir mais autrement. à la base, bien sûr, mais à la base, on ne peut pas changer les gens. Et puis on est qui, nous, pour vouloir changer qui Oui, que ce soit? Mais changer, faut quand même le mot rester- peut-être est un peu trop fort, changer Oui. tout simplement. L'aiguiller, Proposer pour autre- l'orienter, Oui, voilà. Ouvrir une porte. Voilà, l'orienter. Simplement. À la limite, L'orienter. vous diriez à quelqu'un qui est très timide, qu'il a un potentiel de courage ou d'audace, C'est souvent, Bien sûr. ça lui déplairait pas. Mais c'est bien souvent sûr. le cas des timides d'ailleurs. Ils sont souvent très courageux. Par Bien exemple, sûr. au combat, on l'a vu pendant la guerre, souvent les timides sont extrêmement Ah oui. courageux. Oui. Les introvertis ont souvent une grande valeur. Oui, militaire, enfin, je veux souvent. dire que moi j'ai une position un petit peu sceptique sur ce sujet, Oui. au niveau de l'astropsychologie, parce que moi je suis plutôt dans l'astrologie événementielle. Oui. Mais la psychologie aussi, elle évolue. Donc l'astropsychologie trop statique, ça me paraît un peu embêtant. Étudier Napoléon par rapport à son thème natal, oui, mais est-ce qu'on va mieux l'étudier dans l'évolution du thème, faire évoluer le Oui. thème, faire évoluer la psychologie du personnage? Les gens ne sont pas figés dans un certain comportement. Donc ils bougent, ils passent par des phases. Oui. Donc le thème natal, c'est quand même quelque chose qui revient constamment. C'est vraiment le... Oui, c'est comme s'il y avait des clignotants dans une partie du thème à un moment donné, mais pas dans d'autres parties du thème. Oui. Et puis à d'autres moments, ce sont d'autres clignotants qui vont jouer ailleurs, toujours dans, Oui, par dans ce exemple. thème. Alors comment vous faites pour savoir quels sont les clignotants qui vont jouer à tel moment? Je pense que Napoléon a eu des passages à vide, c'est très net, puisque lui, il a une figure unitaire. Et j'ai remarqué une chose, c'est une chose très mathématique, excusez-moi, c'est que lorsqu'une planète passe dans le Taureau ou dans le Scorpion, dans cet axe-là, elle va être en aspect pratiquement en quelques mois à tout le thème de Napoléon. C'est-à-dire, j'ai remarqué cet axe c'est particulier à lui. Donc elle active tout le thème en fait, oui. Pardon. C'est particulier à Napoléon. C'est un cas spécifique à Napoléon, enfin, c'est quand même pas le seul. Dès qu'une planète passe dans cet axe Taureau-Scorpion, elle va être en aspect à toutes les planètes du thème très rapidement, en quelques mois. Hein. Enfin, ça dépend de sa lenteur à elle. Si c'est Pluton, évidemment, ça pourrait être plusieurs années. Si c'est Jupiter, ça pourrait être en quelques semaines. Et donc il avait des périodes extrêmement où il travaillait énormément et d'autres périodes où il ne se passait rien. Oui. Avec une dominante d'activité Ouais. chez lui, puisque Ouais. c'était plutôt un hyperactif. Mais effectivement, par exemple, il y a eu une période de paix avec l'Angleterre. Ça n'a pas duré longtemps, je crois que c'était en 1803. 1803, je suis en 1806. 1803 à peu près. Oui, c'est vrai, la paix d'Amiens. Et voilà, c'est... Oui, on constate des petites choses comme ça On voit intéressantes. aussi quelque chose, le Soleil n'est aspecté par aucune autre planète, là, a priori. Dans ce thème, il y a des astrologues qui lui mettent un carré à Jupiter, pourquoi pas. Oui, parce que 7 degrés, 22, non. La fierté. 15, non, moi je ne le mettrai pas. Donc le Soleil est isolé Voilà. en Cancer, en En Lion. oui. Et en astrologie médicale, le Lion c'est le cœur. Et Oui. Napoléon, Oui. je pense qu'il avait des problèmes de cœur. Il mettait souvent Oui, la main sous parce son qu'il avait un gilet. problème de cœur. C'est vrai. Et on le retrouve là aussi. Donc comme quoi on peut retrouver quand même certains détails dans les thèmes, hein, quand même, c'est important. Eh oui. Et c'est un élément d'isolement qui est intéressant, Voilà. parce qu'effectivement, il a fini sa vie isolé aussi. Enfin, il n'a pas été un personnage pas isolé évident. toute sa vie. Il a Non, quand non, même pas toute sa engagé vie, non. beaucoup de gens autour de lui. Oui. C'est vraiment un personnage qui a mobilisé beaucoup de monde. Disons qu'il a eu l'isolement du pouvoir. Oui, mais c'est pas un isolement comme l'isolement de l'ermite, effectivement. Oui. Il devait être content de rencontrer quelqu'un qui lui dise non. Je pense qu'il devait estimer les gens qui étaient francs avec lui. Mais en fin de compte, hein. paradoxalement, quand même, Napoléon était un personnage qui avait énormément de facettes. Oui, oui. Et donc, il avait une personnalité extrêmement riche. Il était à la fois juriste, militaire, amoureux. Oui. Donc, si vous voulez, quelque part... Il a Jupiter à l'ascendant. Jupiter, C'est vrai, c'est c'est le vrai, côté juriste, oui. multiple. Non, mais C'est je veux le dire côté qu'à multiple. à la limite, il vrai. n'était pas enfermé dans un métier particulier, à la limite. Non. Hein. Il a été homme d'État, il était sur le terrain, il était juriste, administrateur. Donc, en fin de compte, on peut se poser la question de savoir si l'être humain est fait pour être cloisonné, en fait. Non, mais, Parce que voilà un personnage qui n'était pas Ouais. spécialement cloisonné. c'est Hein. vrai, hein.
Ben, il y a des personnes qui feront un métier toute leur vie, il y Ça en a a été d'autres qui feront difficile. plusieurs métiers dans une vie. Ça, mais après, on peut le voir aussi au niveau du thème. Quand même. Il a été difficile à cloisonner, Napoléon. Les Anglais ont eu toutes les peines du monde à le cloisonner enfin. Parce qu'il avait tendance à aller un peu partout, Oui. y compris à la tête d'armée. Oui, avec les 100 jours. Mais non, mais je veux dire que est-ce que tout à l'heure vous parliez, monsieur Lenoir, vous parliez, vous savez, des signes zodiacaux associés au pays. Oui. Bon, c'est la même chose. Est-ce que l'astrologie est responsable du fait que nous ayons découpé l'Europe en un certain nombre d'États est-ce qu'elle est responsable du fait que les gens ont été cloisonnés par leur famille, parfois, et leur famille leur ont dit tu feras ceci, tu feras cela. Est-ce que tout ça, ça doit être justifié ou légitimé par l'astrologie? Est-ce que l'astrologie peut être comme ça, utilisée pour justifier des choses qui finalement sont totalement arbitraires, aléatoires Je pense que l'astrologie n'explique pas tout. J'ai constaté à certains moments, j'ai constaté parfois certaines limites. Il m'a semblé, modestement, que l'astrologie n'avait pas réponse à tout. Et c'est vrai qu'un pêcheur à la ligne n'a pas réponse à tout, même un historien n'a pas réponse à tout. Enfin, il me semble qu'il y a des limites inhérentes à chaque discipline. Non, mais moi, c'était pas mon objection. Mon objection, Oui. c'était est-ce que l'astrologie a vocation à justifier les limitations et le cloisonnement que la société élabore entre les États, les pays, les individus. On peut le Parce que retrouver, Parce que finalement, il y a aussi des choses qui sont communes. On avait commencé notre entretien en mettant l'accent, vous mettiez l'accent sur le caractère unique de la personne, mais on peut aussi, au contraire, montrer une astrologie qui montre des points communs entre les gens. Avec les gens, oui. Les points communs entre les situations, Oui. les points communs entre les pays. Il ne se passe pas forcément des choses que dans un certain pays. Il se Les points passe pas des communs choses. entre deux sagittaires. Voilà, donc on est un petit peu écartelé entre une astrologie qui met l'accent sur ce qui est particulier à une personne, ce qui est particulier à un pays, au destin d'un pays, d'une personne, et puis une astrologie qui, au contraire, serait transnationale, supranationale, Oui, transpersonnelle. Oui, Alors là, on se demande quelle est la bonne philosophie. Par exemple, un taureau turc sympathisait avec une femme taureau française. Ben oui. Outre que c'est le signe traditionnellement attribué à la Turquie, le taurus, le taurus. Mais Oui, il y a des astrologues qui s'occupent effectivement d'astrologie mondiale. Je pense Voilà, il y à a Barbeau, par exemple. plusieurs Ou sortes Hadès. d'astrologie. mais même en astrologie mondiale, il y a aussi les attributions des signes zodiacaux Oui. au pays. Mais ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante en astrologie. Oui. Il y a plusieurs sortes d'astrologie, effectivement. Il y a l'astrologie individuelle, l'astrologie mondiale, l'astrologie médicale, l'astrologie karmique. Alors après, voilà, tout dépend de quelle astrologie on parle. Je vais vous poser une question à tous les deux. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement normal? Qu'est-ce que c'est que l'être humain, le destin normal d'un être humain au niveau de l'astrologie? Mais Est-ce qu'il y a une sorte de profil, disons, standard de l'être humain, tel que, comme on pourrait par exemple dire qu'en médecine, par exemple en médecine, on va dire voilà un être humain qui fonctionne normalement, et voilà, il fait ceci, il fait cela, il dort, il fait des tas de trucs. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une norme astrologique pour l'humanité? non, moi, il n'y a pas de... En astrologie, on ne reçoit pas Enfin, on ne voit pas un thème... comment expliquer ça? En astrologie, je ne vois pas un thème qui est normal ou anormal. Il y a un thème d'une personne avec des difficultés, avec des possibilités. Mais je ne dirais pas, tiens, j'ai un thème d'une personne normale Non, mais ou anormale. Je veux dire, voilà, il y a des possibilités, il y a des côtés, il y a des difficultés, il y a des possibilités qui sont propres à chacun. Mais ça fait un être humain. Le mot normal ou anormal me gêne un petit peu. Mais, non, mais si vous voulez, le problème, c'est que le thème natal, c'est quelque chose de particulier, le thème natal. Oui. Donc le thème natal, par exemple, on peut imaginer qu'on faisait autrefois, moi je parle en tant qu'historien de l'astrologie, on faisait autrefois le thème natal de gens qui avaient un problème. C'était pas forcément le thème natal normal. Le thème natal, c'est peut-être pas fait pour décrire la... Il y a deux théories. Il y a celle selon laquelle... Bon, c'est pas grave à la limite. De toute façon, c'est pas grave. Laissez. Il y a deux théories. Il y a celle selon laquelle
il y aurait, comme vous avez dit, il y a deux astrologies. L'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle, mais en réalité, il y aurait une astrologie de l'humanité dans son ensemble et une astrologie de l'individu passant par une période de difficulté. Et à ce moment-là, on ferait le thème pour représenter la difficulté de cette personne. Non pas pour définir la personne, mais pour représenter la difficulté de cette personne. En fin de compte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, une fois que la personne est sortie de sa crise ou de sa maladie, elle retrouverait la normalité, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est? Alors que là, maintenant, on est en train de nous dire, le thème natal, ça nous permet de comprendre la personne tout au long de sa vie. Alors que normalement, peut-être qu'initialement, on ne faisait que le thème natal que lorsqu'il y avait un problème. Et ça ne concernait que ce moment-là. Ça n'était même pas censé décrire la psychologie de la personne en profondeur, mais ça censé décrire ce par quoi la personne passait à ce moment-là de critique. Il y a eu des dérapages, il y a eu des déviances, si vous voulez. On pourrait dire que le thème natal, je vais vous donner un exemple, Sylvia. Oui. Quand vous avez, par exemple, bon, on ne va pas prendre un exemple sinistre, mais par exemple, si vous avez reçu, si par exemple vous avez mal quelque part, vous n'avez pas mal partout. Oui. Hein. Donc vous avez mal au foie, à la tête, aux yeux, etc. Donc vous allez sortir d'une situation où vous êtes un être humain global, si on peut dire, qui fonctionne globalement, à une situation où il y a quelque chose en vous qui ne va plus. Donc on va localiser la douleur. Donc il y a déjà ce problème. Donc quand on est dans la maladie, on est dans des processus de localisation. Il y a quelque chose où ça ne va pas, où est-ce que ça ne va pas. Donc le thème natal aurait pu servir justement, comme par exemple dans le cas de la position des planètes dans les signes, voilà, il y a des signes qui sont affectés, voilà. Donc ça permettait de déterminer là où ça ne va pas. Oui. Mais à partir du moment où la personne retrouve son état normal, ça n'a plus d'intérêt. N'est-ce pas? L'intérêt, c'est pour diagnostiquer la maladie, ou diagnostiquer comment la maladie va évoluer. Mais une fois qu'on est sorti de la maladie, est-ce qu'on a encore besoin du thème natal? C'est la théorie, c'est pourquoi le thème natal qui probablement été utilisé autrefois pour étudier quelque chose qui est en train de se détraquer, de dysfonctionner, est devenu la norme. Puisque finalement, si on commence à dire que c'est la référence de l'individu, ben non, c'est pas la référence de l'individu, c'est la référence de l'individu en tant que passant par une crise. C'est pas pareil. C'est vrai qu'autrefois, les astrologues étaient souvent médecins, et tous les médecins étaient astrologues, au moins jusqu'au XVIIe siècle. Oui, et en fin de compte, l'astrologie était au service de ce qu'on disait de la pathologie. Oui, sans doute. Mais quand on n'est plus dans la pathologie, c'est pour ça qu'il y a un côté de l'astropsychologie qui est assez difficile à accepter, c'est quand elle ne se situe plus dans la pathologie. C'est-à-dire que normalement, au fond, l'astrologie, elle a deux discours. Elle a le discours de la pathologie quand on fait le thème natal, et puis elle a le discours de la normalité sociale quand on étudie, par exemple, les configurations astrales à un moment donné, par quoi on traverse mais pas par rapport au thème natal, les configurations astrales qui font que l'humanité, à un moment donné, passe par telle et telle phase, par telle période. Il y a des configurations qui sont d'ailleurs communes. Parce que quand on est malade, on s'isole. Oui, la maladie isole. La maladie fait qu'on n'est pas pareil que les autres. La maladie fait qu'on a quelque chose qui ne va pas quelque part. Bon, c'est un état qui existe. Maintenant, l'astrologie est-elle responsable? Est-ce que la vocation principale de l'astrologie, c'est d'étudier cette maladie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un aspect tout à fait secondaire de l'astrologie? L'astrologie ayant d'abord à étudier le processus normal, le cours normal des choses et de l'humanité, et accessoirement d'étudier ce qui peut se détraquer. Je crois qu'il y a les deux aspects. Le thème natal, c'est plutôt le détraquage, le désastre. Vous savez que le mot désastre veut dire sortir des astres. C'est le désastre. C'est quand l'individu, justement, sort de la normalité, du cours normal, du cycle normal des choses. Donc là, c'est devenu la norme maintenant. Dans l'histoire, dans le passé, donc jusqu'au XVIIe siècle en tout cas, il y avait aussi, et jusqu'à maintenant, mais surtout jusqu'au XVIIe siècle, il y avait des astrologues qui dédiaient pratiquement leur vie d'études astrologiques à une seule personne, ou à quelques personnes. Par exemple, voilà, les astrologues royaux ou princiers, on était astrologue d'un duc, d'un prince, voilà, astrologue de cour, et on étudiait finalement assez peu de thèmes dans sa vie. Par contre, on les étudiait toute sa vie, ces thèmes-là, et on suivait la personne
peut-être pas de sa naissance à sa mort, mais Ça, sur c'était des décennies, plutôt oui. événementiel. Comme À cette Nostradamus époque-là, avec- c'était plutôt de l'astrologie Oui. événementielle. Oui, Au jour C'est d'aujourd'hui, vrai. on fait de l'astrologie pour la compréhension de Pardon. soi. Oui. Sachant qu'on est tous responsables de nos propres erreurs, évidemment, l'astrologie aide quand même à comprendre comment on fonctionne pour comprendre ce qui nous arrive. Donc, quand on parle de normalité, de personnes normales ou anormales, je dirais, voilà, moi je reçois des êtres qui veulent comprendre un petit peu pourquoi il leur arrive telle ou telle chose, Voilà. et sachant qu'on est responsable de soi, eh bien comment mieux se comprendre pour avoir une vie peut-être plus harmonieuse avec soi-même. Oui. Bon, c'est vrai qu'à cet effet-là, moi j'organise aussi des ateliers de développement personnel. Donc, Un groupe. voilà. Ah, c'est bien, une dynamique de groupe, oui. Voilà, donc on parle de tout ça, on décrit un thème et puis après bon, ben, on dialogue par rapport à tout ça et les gens comprennent un petit peu comment ils fonctionnent et comment ils se sont laissés aller vers un fonctionnement qui leur apportait qu'un côté négatif. Comment ça se passe, Voilà. ces ateliers en groupe? Il y a une dynamique entre les gens qui sont là? Oui, voilà, alors donc on détermine un Parlez-nous de thème, ça. parler d'un thème, par exemple, ben, comment vaincre son ego, ça c'est très difficile chez l'être humain, hein, quel qu'il soit. Et donc, bon, moi j'explique ce qu'est l'ego, comment ça fonctionne, comment on peut arriver à le vaincre, ce que ça peut apporter d'une manière positive ou négative. Et ensuite, oui, effectivement, on dialogue tous ensemble, tout le monde y va de son ressenti, de sa façon de voir. Et, Mais est-ce que les gens voient des choses qui se retrouvent chez l'un et chez l'autre, par oui, exemple? voilà, et ils n'avaient pas conscience de certaines choses, mais le fait d'en parler et après de dialoguer entre eux, ils prennent conscience de certaines choses. Effectivement, et puis ils se retrouvent, alors ils se sentent moins seuls, parce qu'ils retrouvent parfois la même problématique chez d'autres. Mais est-ce que par exemple ils n'ont pas tendance à dire oui, bah, tu vois, t'es taureau, Gémeaux, parce qu'ils ne reviennent non. pas à une certaine culture zodiacale? Non. Non. Oui. Non, après, oui, on peut en parler, mais non, on ne s'appuie pas sur le zodiaque, sur l'astrologie. Non, ça ces s'appuie sur ateliers-là. quoi ces ateliers? Ça s'appuie sur C'est quoi? plutôt un côté psychologique. Ah oui, hein. d'accord, carrément. Voilà. Vous avez quand même des outils de travail? Vous avez quelque chose pour faire fonctionner ces ateliers? Vous avez des techniques? Eh bien, disons que moi, je fais toute une recherche. Par exemple, voilà, je pars sur un thème. Là, je parle de l'ego, mais ça peut être la timidité, tout ça. Et je fais des recherches et j'établis vraiment le thème de la soirée. Ah oui. Et ensuite, il y a un échange entre Ah oui, d'accord, c'est d'ailleurs qu'il y a... Oui, d'accord.